Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir le dernier cours. Ce sont les pleurésies à liquide clair. Donc par définition, c'est quoi une pleurésie? Ou bien épanchement pleural liquidien. Donc c'est la présence de liquide dans la cavité pleurale. Donc c'est un espace qui est normalement un espace virtuel, c'est-à-dire donc il est pauvre en liquide, donc la quantité elle est minime, elle permet le glissement entre les deux plèvres lors du mouvement respiratoire. C'est clair? C'est une cavité virtuelle. Donc par définition, on a dit que c'est la présence de liquide dans la cavité pleurale, c'est entre les deux feuillets de la plèvre. Un petit rappel anatomique de la plèvre. Il faut savoir que la plèvre, c'est une enveloppe séreuse constituée de deux feuillets, donc l'une pariétale tapissant la paroi thoracique et le diaphragme, l'autre viscérale tapissant la surface du poumon. Donc avec réflexion hilaire et fixée par les ligaments triangulaires au niveau du hile. Donc, il faut savoir qu'il existe des scissures. Donc, ces scissures, par définition, c'est une invagination interlobaire de la plèvre viscérale. Donc, il faut savoir qu'il existe deux scissures à droite, la grande et la petite scissure. Donc, à gauche, il existe une seule scissure. Donc, cette invagination, elle est incomplète dans 70% des cas. Elle concerne la portion interne de la grande scissure. Et elle permet, donc la réflexion elle est incomplète, elle permet la diffusion d'un lobe à l'autre. C'est clair? Bien sûr, il existe des accessoires. En ce qui concerne la physiopathe, il faut savoir qu'il existe deux types de pleurésie. Donc la pleurésie transsudative et la pleurésie exsudative. La pleurésie donc transsudative, c'est-à-dire donc c'est un liquide pauvre en protéines, et la plèvre, dans ce cas, elle est normale. Donc, elle résulte de la différence de pression entre la pression oncotique et la pression hydrostatique. Donc, par définition la pleurésie transsudative est définie par, c'est une atteinte de l'équilibre sécrétion-réabsorption par anomalie mécanique. C'est-à-dire pas d'inflammation, pas d'infection. Donc, les étiologies, premièrement, c'est soit un déséquilibre entre les pressions hydrostatiques, c'est-à-dire donc l'augmentation de la pression hydrostatique dans l'insuffisance cardiaque responsable d'une pleurésie transsudative. Cependant, la diminution de la pression oncotique dans les syndromes néphrotiques responsable d'une pleurésie mécanique. Deuxième étiologie, c'est l'augmentation de la dépression pleurale en cas d'atylictasie. Donc, l'atylictasie s'accompagne d'une pleurésie réactionnelle. Troisième étiologie, donc c'est le passage de liquide d'acide vers les cavités pleurales par les puits de Ranvier. C'est clair? C'est quoi les puits de Ranvier? Ce sont des orifices qui existent entre le diaphragme, donc qui permet le passage de liquide à partir de la cavité péritonéale vers la cavité pleurale. C'est clair? Oui. Normalement, donc l'état physiologique, donc la plèvre, donc la plèvre reste accolée viscérale et pariétale par la pression. Donc la présence d'atylictasie, donc c'est une diminution de la pression, elle est responsable de pression intrapleurale, responsable d'une pleurésie. C'est un jeu de pression, c'est clair? Deuxième type, c'est les pleurésies exsudatives. Ici, la plèvre elle est pathologique et c'est un liquide, bien sûr, elle est inflammatoire, soit secondaire à l'infection ou bien une autre étiologie. Donc, le liquide est riche en protéines. C'est clair? Donc, c'est une atteinte de la plèvre. C'est une atteinte de la plèvre par agression, soit inflammatoire, soit infectieuse, soit néoplasique. C'est clair? Des questions sur la physiopathe?
Maintenant, donc le Rivalta, c'est le taux de protides donc, dans le liquide pleural. Donc, si le taux de protides dans le liquide pleural est inférieur à 25, donc c'est un liquide transsudatif. Aucun critère complémentaire est nécessaire pour dire que c'est une transsudative. C'est clair? Maintenant, si le taux de protides dans le liquide pleural est supérieur à 35, c'est un liquide exsudatif et pas de critères complémentaires. C'est clair? Donc, si le liquide entre 25 et 35, donc on a besoin de critères complémentaires pour trancher transsudatif ou bien exsudatif. Donc, ce sont les critères de Light. C'est-à-dire, donc, le dosage de LDH supérieur à 200 unités par litre, ou bien le rapport protides pleuraux sur sérique supérieur à 0,5, ou bien le rapport LDH pleuraux et sérique supérieur à 0,6. Oui, c'est un exsudat, sinon c'est un transsudat. C'est clair? Après la définition et la physiopathe, donc on a le diagnostic positif. Maintenant, la présence de liquide dans la cavité pleurale responsable des signes respiratoires, quels sont ces signes? La douleur, on a dit que la plèvre elle est énervée, donc c'est un signe donc décrit dans la pleurésie. Oui? La dyspnée, très bien, c'est la présence de liquide qui est dans une cavité virtuelle, donc responsable d'une dyspnée, c'est une gêne au mouvement respiratoire, donc c'est une dyspnée. Donc la douleur, la dyspnée et la toux, donc c'est la présence de liquide dans la cavité pleurale, responsable de la triade dyspnée, toux et douleur. Donc, les signes d'appel, donc la dyspnée, il faut savoir que la rapidité d'installation et l'intensité, elles dépendent du terrain, c'est-à-dire une pleurésie de faible abondance qui survient chez un insuffisant respiratoire ou bien BPCO qui présente une bronchopneumopathie chronique obstructive ou bien un asthmatique. Donc, la dyspnée, elle est intense, même de faible abondance. C'est clair? Parce qu'elle est déjà, le sujet, il est dyspnéique. Donc, la présence d'une pleurésie, même de faible abondance, elle est responsable d'une dyspnée. Du terrain, c'est bon. Et de son abondance, c'est-à-dire une pleurésie de moyenne à grande abondance, est responsable d'une dyspnée qu'une pleurésie de faible abondance. La douleur, donc la douleur thoracique, la thyrothoracique pouvant irradier dans l'épaule ou dans le dos, d'intensité variable, elle dépendante de la respiration, c'est-à-dire exacerbée par la respiration et la toux, et quelquefois augmentée par la pression pariétale. La toux sèche, donc au changement de position. L'hyperthermie se voit dans les formes aiguës, le plus souvent en rapport avec une pneumonie sous-jacente. Après, donc, on a suspecté, donc, devant la toux, la dyspnée, la douleur, on a suspecté la pleurésie. Donc, l'examen clinique à la recherche d'une triade de la pleurésie, qui est la triade, donc, la palpation, abolition des vibrations vocales, donc la percussion, c'est une matité, et l'auscultation, c'est un silence, l'absence de murmure vésiculaire. C'est la triade caractéristique d'une pleurésie. À laquelle il y a la différence entre pleurésie et pneumothorax? Dans tympanisme et matité, c'est très bien. La radiographie, donc une fois la pleurésie est suspectée, donc en pneumo, donc le premier diagnostic c'est la radiographie thoracique. La radiographie thoracique, donc on a trois types. Donc c'est les pleurésies de faible abondance, les pleurésies de moyenne abondance et la pleurésie de grande abondance. Donc la pleurésie de la radio en haut et à gauche, donc c'est quoi comme pathologie? Donc c'est une radio normale? C'est quoi? Vous avez fait le syndrome pleural? Très bien, lorsque la présence d'épanchement ou bien épanchement, quel que soit aérien ou pleural, on parle d'hémothorax. Cependant, opacité, c'est le champ pulmonaire. Oui? Très bien.
Très bien. C'est une pleurisée. C'est très bien. Donc, l'interprétation, c'est une opacité dense, tonalité hydrique. On compare toujours avec le médiastin. C'est une opacité dense, tonalité hydrique. C'est clair. On compare toujours avec le médiastin, tonalité hydrique. Effaçant la cohénaïa, effaçant le kill de sac, costodiaphragmatique. C'est une pleurisée de faible abondance. Deuxième radio en haut et à gauche. Même opacité, mais c'est l'évolution de la pleurésie de faible abondance, c'est une pleurésie de moyenne abondance. Cependant, la description d'une pleurésie de moyenne abondance, c'est quoi? Vous avez fait le syndrome pleural. Donc, c'est une opacité dense homogène, tonalité hydrique, effaçant les deux kills de sac correspondants et la coupole diaphragmatique, limite en haut et en dedans, formant la ligne d'un oiseau. C'est la description typique d'une pleurésie de moyenne abondance. De même. Donc la radio en bas et à gauche, c'est quoi comme pathologie? C'est quoi comme image? Toujours, on a dit que pour interpréter une radio, il faut comparer toujours le l'hémothorax avec les deux hémothorax. C'est une quoi? C'est une opacité tonalité hydrique dense homogène occupant la totalité de l'hémothorax gauche, très bien, avec refoulement de médiastin et c'est clair. Donc attention, opacité qui occupe la totalité de l'hémothorax avec médiastin en place, c'est un piège. C'est quoi? C'est l'association. Très bien, parce que la tylictasée, c'est un vide, donc c'est une opacité qui comble le champ avec rétraction, la pleurésie avec refoulement, donc c'est effet neutralisant. Donc la présence d'opacité avec médiastin en place, c'est l'association. Généralement, la cause la plus fréquente, c'est le cancer bronchique. C'est clair? Donc, ce sont les cas simples. Maintenant, les cas difficiles. Donc, premièrement, c'est l'épanchement de faible abondance, partiellement cloisonné, visible derrière la coupole diaphragmatique, qui est donc visible derrière la coupole diaphragmatique uniquement sur le cliché de profil. C'est clair? Maintenant, épanchement, vous avez fait le syndrome pleural, les typiques, c'est les trois types de la pleurésie, faible, moyenne et grande, et les atypiques, les pleurésies atypiques, les pleurésies sous-diaphragmatiques par à droite, c'est l'augmentation de la distance copole et à droite. L'épanchement sous-pulmonaire à droite, comment se traduit radiologiquement? Vous avez fait le syndrome pleural, TD. Vous avez fait donc les pleurésies typiques de faible abondance, de moyenne abondance, de grande abondance. C'est clair et net. Mais maintenant, les atypiques, épanchement, c'est intracessural. Dans la traduction radiologique, elle est opacité ovalaire qui se projette sur la suture. Sur le profil, c'est une opacité fusiforme. Donc, épanchement sous-pulmonaire à gauche se traduit par l'augmentation de la distance poche air gastrique et la coupole diaphragmatique. C'est clair, qui est normalement 1,5 à 2 cm. Et à droite, donc, par la diminution de la distance entre la coupole diaphragmatique et la petite suture. C'est clair? C'est clair? Et troisième type, c'est les épanchements enquistés. On a dit que intracessural, sous-pulmonaire, soit à droite ou à gauche, et enquisté. Donc les épanchements cloisonnés, image médiastinale, image arrondie d'un épanchement cessural, image arrondie d'un épanchement postérieur suspendu. Donc pour les épanchements enquistés, donc sur le profil, sur la face, donc c'est une image soit médiastinale, soit pariétale.
Mais sur le profil, donc, c'est une image pariétale. C'est clair? C'est pas clair? C'est quoi? Donc, l'épanchement enquisté, on a une image. Donc, la première, c'est quoi? C'est un épanchement susurral. Donc, c'est une opacité donc, sur la face, c'est une opacité tonalité Y, c'est un épanchement. Donc, limite mal limitée, parce que la limite nette se voit dans le kyste édatique, c'est la seule différence. Donc, sur le profil, c'est une opacité qui se projette sur la césure. Maintenant, les épanchements donc, enquistés, donc en bas, donc, sur la radio du face, donc opacité hilaire. Mais sur le profil juste là, c'est une opacité pariétale. Donc, qui se raccorde avec la paroi en pente douce. C'est clair? C'est clair? C'est clair, mademoiselle? Normalement, vous avez fait le syndrome pleural. Normalement, la radio, j'en passe. Maintenant, donc la radio de face, on a dit que les penchements pleuraux typiques et atypiques, c'est bon. La radio de profil, quelle est et décubitus, quelles sont les indications? Donc la radio de profil, donc utile pour affirmer le caractère juxtapariétal. On a dit que donc une opacité donc sur la face opacité hilaire. Donc profil, donc c'est utile pour localiser l'opacité. Donc le cliché en décubitus donc permet de mettre en évidence un épanchement de faible abondance ou bien sous-pulmonaire. Donc une pleurésie de faible abondance, donc le cliché de décubitus, donc elle permet le liquide il est libre, donc il bouge, c'est clair? Et même le liquide sous-pulmonaire. Maintenant, après la radiographie, quelle est l'indication de l'échographie transthoracique? L'échographie transthoracique pleurale, donc elle permet d'affirmer l'existence d'un épanchement liquidien, sous forme d'une image anéchogène. Elle fait donc le diagnostic des épanchements cloisonnés, c'est-à-dire donc la radio, donc c'est une opacité, profil c'est une opacité pariétale. Pour affirmer le caractère donc d'un épanchement, donc on demande une échographie transthoracique, donc qui va confirmer le caractère donc liquidien de l'opacité pariétale, parce que la différence entre opacité pariétale, soit tumeur, soit liquide, c'est clair. Donc elle fait la part entre pleurésie et collapsus pulmonaire dans les cas difficiles. Donc, elle permet de faire le diagnostic entre atylictasie. Des fois, le diagnostic sur la radio, il est difficile. Donc, l'opacité, elle est là. Donc, on a dit que l'atylictasie s'accompagne souvent d'un épanchement pleural réactionnel, mais dans certains cas, donc, une échographie transthoracique est utile pour trancher. Quatrièmement, donc, elle permet donc le repérage précis de l'épanchement, surtout cloisonné. Donc l'épanchement cloisonné, il est difficile à la ponction. Donc elle permet un repère pour ponctionner, faciliter la ponction de liquide cloisonné. Et elle guide soit en direct, soit en différé les ponctions difficiles. C'est clair? Après la radiographie, l'échographie transthoracique, donc voici une coupe d'une échographie transthoracique. Donc échographie pleurale montre l'épanchement donc se désigne par le numéro 1. La coupole diaphragmatique donc par la flèche, donc c'est une opacité linéaire. Le foie désigné par le numéro 2 et le poumon tassé par le numéro 3. C'est clair? Oui. Après la radiographie, l'échographie transthoracique, la TDM thoracique, elle n'est pas systématique, elle a des indications. Donc, elle est réalisée en urgence en cas de suspicion d'embolie pulmonaire ou bien hémothorax. Elle est demandée dans le cadre de l'enquête étiologique dans les pleurésies oxydatives, c'est-à-dire parfois, donc si l'étiologie elle est simple, par exemple la tuberculose, on ne demande pas la TDM thoracique. Si l'étiologie c'est une pleurésie métastatique, donc une TDM
thoracique est nécessaire pour objectiver les autres lésions, à savoir les adénopathies, donc l'achide ballon, miliaire, lymphangite. Donc, la recherche des lésions associées, on a dit, la recherche des plaques pleurales et des nodules ou masses du parenchyme. Donc, c'est une coupe scanographique, donc il montre l'épanchement en gris. Maintenant, donc, une fois le diagnostic suspecté devant la clinique, les signes fonctionnels, la dyspnée, la toux et la douleur, donc confirmer, c'est pas la confirmation, c'est donc suspecté devant la radio, quel est l'examen nécessaire pour confirmer le diagnostic d'une pleurésie à liquide clair. La ponction pleurale, très bien. La ponction pleurale, c'est l'examen qui confirme la présence de liquide dans la cavité pleurale. Donc, c'est un examen de première intention. Donc, c'est un examen de première intention. Donc, la position de patient, donc, elle est assis le dos rond. Donc, on ponctionne. Donc, la position du patient. Donc, il est assis, le dos incurvé, légèrement incurvé. Donc, après désinfection de la région, donc après vérification du bilan de coagulation, parce qu'il existe des contre-indications, c'est le TP bas et les plaquettes sont basses. Donc, on ponctionne le bord de la côte inférieure pour éviter le paquet vasculo-nerveux. C'est tout. Maintenant, une fois donc on a ponctionné le patient, donc c'est la première étape de la distinction entre transsudat et exsudat. Généralement, à la ponction, donc à la vue, donc un liquide transsudatif, c'est un liquide très clair. Et un liquide donc exsudatif, c'est un liquide très foncé, riche en fibrine. C'est clair? Donc les éventualités, soit un liquide franchement citrin et clair, soit un liquide purulent, c'est dans le cadre d'une pleurésie purulente, soit un liquide hémorragique, donc ce sont les pleurésies hémorragiques, soit un liquide lactissant orientant vers un chylothorax, soit un liquide chocolat, donc évoque une rupture de kyste amébien, ou une fistule d'un faux kyste pancréatique. C'est clair? Donc soit un liquide franchement citrin, purulent, hémorragique, lactissant et chocolat. Donc, voici les trois types. Donc, le premier, donc, à gauche, c'est un liquide citrin, sérohématique en milieu, et un liquide chyleux, donc, à droite. Maintenant, après la ponction, donc, une fois on a ponctionné le patient, donc, une étude biochimique, donc, c'est le dosage de protides pleuraux, donc c'est la distinction entre transsudat et exsudat. Donc la cytologie pleurale oriente l'étiologie dans certains cas, les leucocytes habituellement inférieurs à 1000 dans les transsudats, supérieurs à 1000 dans les exsudats. Donc à prédominance lymphocytaire se voit dans la tuberculose, la néoplasie, les lymphomes, chylothorax et les pleurésies rhématoïdes. À PNN, donc les infections, par exemple pleurésie parapneumonique, pleurésie réactionnelle. À eosinophile supérieur à 10%, donc dans les pneumothorax, dans les pleurésies médicamenteuses et parasitaires, et même la recherche de cellules tumorales qu'on voit dans les pleurésies tumorales, les pleurésies donc métastatiques ou bien mésothélium. C'est dans les cancers en général, soit primitifs ou secondaires. Après l'analyse donc biochimique, cytologique, donc l'analyse, oui. PR, la pathologie polyarthrite rhumatoïde s'accompagne d'une complication respiratoire qui est la pleurésie rhumatoïde. Hein? C'est un mécanisme inflammatoire qui, lors de poussée, donc c'est un jeu inflammatoire, donc c'est une réactionnelle. Il faut savoir que les manifestations d'une maladie de système lupus ou bien les polyarthrites rhumatoïdes, donc toujours des manifestations respiratoires, soit nodule, soit pleurésie, soit pneumothorax, soit fibrose. C'est clair?
Maintenant, l'examen biologique de première intention, c'est-à-dire la biochimie, la cytologie et l'analyse bactériologique, elles sont obligatoires. D'autres examens de deuxième intention qui ne sont pas obligatoires, c'est le dosage de pH pleural, l'hématocrite pleurale, l'amylase pleurale, la glycose intrapleurale et les triglycérides qui sont de deuxième intention. C'est clair? L'orientation clinique, c'est-à-dire après donc, la ponction et la radio. Donc, il faut distinguer deux types de pleurésie, les pleurésies transsudatives et les pleurésies exsudatives. Devant, donc, comment faire la différence entre pleurésie transudative et exsudative? C'est le taux de protite inférieur à 25, c'est un transsudat. Donc, il faut explorer le cœur, le foie et le rein. Si le taux de protite est supérieur à 35, donc, il faut chercher, donc la biopsie elle est obligatoire dans les pleurésies exsudatives et il faut chercher l'étiologie, soit par la biopsie pleurale qui permet de faire le diagnostic, soit par autre exploration. La biopsie pleurale, donc c'est l'aiguille d'Abrams, donc on fait donc les mêmes désinfections. Ici, donc dans la biopsie, c'est une incision, donc il faut une anesthésie locale, incision. Donc on perfore la cavité pleurale et on ponctionne la plèvre pariétale pour étude à la patte. Les étiologies, on commence par les transsudats, dominés par l'insuffisance cardiaque gauche. Donc la clinique, c'est celle de l'insuffisance cardiaque gauche. Donc la radio, c'est une cardiomégalie parce que c'est une insuffisance cardiaque. Surcharge hilaire pulmonaire, comblement alvéolaire et l'épanchement bilatéral et symétrique. Il est rarement abondant. La cirrhose, c'est la pleurésie, il est indolore, bien tolérée, sauf c'est abondant. La pleurésie dans les cirrhoses, elle est unilatérale, ou bien à prédominance à droite. Donc, le syndrome néphrotique, on a dit que lié à la diminution de la pression oncotique capillaire. Donc, généralement, la pleurésie, elle est bilatérale et symétrique. Le syndrome de Meigs, c'est une tumeur ovarienne avec une acide. Maintenant, les pleurésies exsudatives, donc dominées par les exsudats néoplasiques, c'est-à-dire le cancer. Le cancer, soit la pleurésie, donc métastatique, donc c'est un cancer soit du poumon, soit autre localisation qui donne une pleurésie métastatique. Donc le poumon chez l'homme, le sein chez la femme, autre étiologie, le cancer de l'œsophage ou bien le côlon. Donc après évacuation du liquide, on a dit que l'intérêt de la TDM thoracique pour visualiser les lésions associées, à savoir la dynopathie, donc les infiltrations, les opacités intra-parenchymateuses. Il faut savoir que donc un épicissement pleural irrégulier, des bourgeons pleuraux, donc l'aspect en lâcher de ballon parenchymateux ou bien un syndrome interstitiel, même des adénopathies médiastinales. Donc le liquide généralement sérohématique, c'est-à-dire une fois la ponction pleurale ramène un liquide sérohématique, donc il faut penser à une pleurésie métastatique. Donc on a dit que sérohématique, rosé, quelquefois citrin. Donc le site diagnostique parfois la recherche de la présence de cellules tumorales et le diagnostic est confirmé par la biopsie pleurale. Il faut savoir que la biopsie pleurale dans les pleurésies métastatiques, la rentabilité elle est faible, donc elle est de 30 à 50%. C'est pour cela qu'il faut multiplier les biopsies. Donc on pratique généralement 3 biopsies pour obtenir le diagnostic. Cependant, dans les pleurésies tuberculeuses, donc la rentabilité elle est de 90%. Donc, une seule biopsie suffit pour poser le diagnostic. Donc, les complications sont décrites, donc risque de complications, mais un médecin qui est expert dans la pratique d'une biopsie, les complications sont rares. C'est clair? Même prof, pneumothorax, mais donc ce sont des complications décrites. On fait la biopsie en pleine matité, donc normalement aucune complication.
Ça, c'est la théorie des complications existe, c'est clair. Après, donc, la pleurésie métastatique, les hémopathies malignes, le lymphome hodgkinien et non hodgkinien, responsable d'une pleurésie exudative. Maintenant, le mésothéliome. C'est quoi le mésothéliome? C'est une tumeur ou la cancer primitif de la plèvre, c'est clair. Donc, c'est une tumeur primitive de la plèvre. Donc, les arguments en faveur, c'est l'exposition professionnelle à l'amiante. Donc, il est asymptomatique donc, au début, souvent douloureux à un stade avancé. Il faut savoir que la douleur dans le mésothéliome, elle est insupportable. Donc, l'image thoracique, donc, c'est un fistonnement pleural, c'est-à-dire la plèvre, elle est fistonnée. C'est un épicissement pleural diffus, évocateur. Il est circonférentiel, c'est-à-dire la plèvre pariétale, la plèvre médiastinale, la plèvre diaphragmatique. Donc, c'est un épicissement circonférentiel. Donc, le liquide citrin ou bien sérohématique. Donc, la formule, elle est aspécifique. Et bien sûr, la biopsie permet de faire le diagnostic. Donc, c'est quoi comme image? C'est typique, donc c'est une opacité, donc que l'hémothorax droit et le siège d'une opacité qui comble, parce que la radio elle est amputée, donc c'est une opacité donc, qui comble tonalité hydrique, comble les 2 kg de sac correspondants, la coupole diaphragmatique, donc à limite externe, elle est fistonnée. Cependant, il est bilatéral. Le fistonnement, il est bilatéral. C'est clair? Donc, c'est typiquement, c'est un mésothéliome pleural. C'est typique. L'aspect fistonné, c'est typique. Généralement, le mésothéliome survient chez un sujet donc, âgé. Donc, ce sont les artères pulmonaires. Pulmonaires. Après les exsudats néoplasiques, dominés par les pleurésies métastatiques, les lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens, et le mésothéliome, donc les exsudats d'origine infectieuse. Donc, c'est les pleurésies penchement parapneumonique. Donc, le tableau est celui d'une pneumopathie bactérienne aiguë avec douleur intense. La ponction a pour but, donc, identifier le germe et orienter l'antibiothérapie. Les pleurésies infectieuses virales, on a dit que dans les pneumopathies virales, comme les pneumopathies virales, comme les virus, donc la résolution, elle est rapide, spontanée, rapide. Donc les pleurésies tuberculeuses, quels sont les arguments en faveur d'une pleurésie à rechercher en faveur d'une pleurésie tuberculeuse? Pleurésie, les arguments en faveur d'une pleurésie tuberculeuse. Premièrement, l'installation progressive. Deuxièmement, oui, très bien. Donc, les signes d'imprégnation. Qui porte les lunettes? Les arguments. Demain, le dernier cours. Normalement, vous avez fait le tour de pneumologie. La primo-infection, les pleurésies, la tuberculose donc pulmonaire comme l'installation, c'est la même. Parce que parmi les complications, on va dire que tu es pleurésie tuberculeuse. La miliaire tuberculeuse, on a dit que donc l'installation progressive, c'est un critère, c'est un argument en faveur de la tuberculose. Deuxièmement, symptomatologie, asthénie, anorexie. La radio, toujours la clinique. Notion de comptage. Très bien. Antécédent de tuberculose. Par exemple, tuberculose, donc les années ou bien primo-infection. La clinique, on a dit la clinique, la radio. Donc, soit donc pleurésie de faible, de moyenne, de grande abondance, avec associé, donc l'association de lésions évocatrices de tuberculose
Donc c'est une pleurésie tuberculose, soit infiltrate, soit caverne, soit des séquelles. Bien sûr, les aspects de tuberculose, infiltrat, nodule et excavation. C'est clair? Hey, c'est une pleurésie tuberculeuse. La radio, on a dit que les DR, on a dit que son rôle est très important dans la tuberculose extrapulmonaire. Donc les DR, elle est généralement positive. Très bien. La ponction, c'est un résultat positif. Lymphocytaire, riche. On a dit que la cytologie, elle est lymphocytaire dans la tuberculose, la présence de lymphocytes. BK, c'est la lésion. Attention, si la lésion radiologique, elle existe, BK+, mais si pleurésie survient donc sur radio normale, apparemment, pas de lésion de tuberculose, BK sont négatifs. Lymphocytaire, oui. Quel est le geste qui permet le diagnostic d'une tuberculose pulmonaire, tuberculose pleurale? Très bien, la biopsie, donc on a dit que la rentabilité elle est 90%, une seule biopsie normalement permet le diagnostic, c'est un granulome inflammatoire, un granulome gigantocellulaire avec nécrose casieuse, donc c'est la signature de la tuberculose, et 6 lésions associées, c'est des lésions, infiltration, excavation, bien, c'est pas de lésion, BK. Cependant, donc la culture de BK, il faut savoir que les liquides par exemple les liquides de méningite et la pleurésie ou bien l'acide. Donc la recherche de BK dans le liquide extra pleurésie ou bien l'ACA, elle est à l'examen direct, elle est négative. Ce sont des liquides possibacillaires, mais la culture, elle est parfois positive. C'est clair? Oui. Il y a sérohématique parce que sérohématique, vous avez hémorragique. Hein? Normalement, je n'ai pas fait le vague, parce que normalement 50-50, 50% néoplasique, 50% en tuberculose. Les deux étiologies, c'est la néoplasie et la mabeliche, le cours où je fais, parce que normalement c'est la tuberculose, la néoplasie, autre étiologie. C'est clair? Maintenant, le diagnostic, donc on a fait la clinique, la radio, la ponction, la biopsie, le diagnostic, maintenant, quel est le traitement d'une pleurésie à liquide clair? Pleurésie à liquide clair, on a dit plusieurs étiologies. Donc, il est logique que le traitement il est étiologique parce que c'est bon, point. On a dit qu'on a fermé la parenthèse d'une pleurésie tuberculeuse. Point. Maintenant, après donc, la clinique, la radio et l'exploration, la biopsie et la ponction, maintenant, quel est le traitement d'une pleurésie à liquide clair? Elle est étiologique, donc l'insuffisance cardiaque, c'est le traitement cardiaque. Ça dépend de l'étiologie. Pleurésie tuberculeuse, quel est le traitement? Ben, les antituberculeux. Quel est le schéma? C'est quoi? Une phase d'attaque, qui a les 3 médicaments parce qu'eux, ils font l'atteinte parenchymateuse, et phase d'entretien. Exactement, très bien. C'est la pleurésie, pneumopathie virale, les pleurésies virales, on a dit que régression spontanée. Les pneumopathies bactériennes, c'est l'antibiothérapie. Les pleurésies parapneumoniques, c'est l'antibiothérapie. Les pleurésies néoplasiques, c'est quoi? D'accord. Donc c'est la chimiothérapie, la radiothérapie, ça dépend, c'est les oncologues qui permettent de faire la conduite. Maintenant, pardon, j'ai oublié le troisième
chapitre dans les étiologies. Maintenant, les exsudats non tumoraux et non infectieux. Donc, les maladies de système, lupus, la polyarthrite rhumatoïde et autres conjonctivites. Donc, les pleurésies médicamenteuses, diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire donc il faut avoir éliminé les étiologies courantes pour parler d'une pleurésie médicamenteuse, les pleurésies bénignes liées à l'amiante, les pleurésies post-traumatiques et les pleurésies par rupture œsophagienne. Le traitement, on a dit donc qu'il faut donc un traitement étiologique, 3 croix, donc essentiellement étiologique. Le traitement symptomatique donc se voit donc dans le cas d'épanchement donc récidivant malgré le traitement étiologique, c'est-à-dire donc surtout dans les pleurésies néoplasiques. Donc c'est un liquide récidivant. Donc on propose une symphyse pleurale, donc soit par talcage lors d'une pleuroscopie, c'est-à-dire pleuroscopie, donc on fait la symphyse, donc symphyse de 2 cavités pleurales pour éviter la récidive du liquide, ou bien abrasion ou pleurectomie ou la plèvre pariétale chirurgicale. Bien sûr, donc la kinésithérapie, il faut savoir que donc l'indication principale c'est la pleurésie tuberculeuse, parce que la pleurésie tuberculeuse donc c'est un liquide très riche en fibrine, donc comme séquelle, c'est l'épicissement, la fibrine, beaucoup de fibrine, elle est responsable d'une pachypleurite. Pachypleurite, c'est un épicissement de la plèvre, donc il faut une kinésithérapie respiratoire prolongée pendant 6 mois pour parler de la chirurgie. En cas d'échec, c'est la chirurgie, c'est clair? Madame, Oui. Madame pleurectomie pariétale, Madame une plèvre pariétale. Exactement, c'est... Madame c'est même le pneumothorax, c'est qui تكون pneumothorax récidivant, c'est l'ablation de la plèvre pariétale. Ça يكون gêné, mais c'est pas handicap. Madame, ça لازم تكون pression هذيك négative باش يقدر يريسبير. Il respire. C'est avec la plèvre, c'est beaucoup plus efficace que la plèvre pariétale. Mais sans plèvre pariétale, c'est pas, c'est gêné, oui, mais c'est possible. C'est clair? Oui. La ponction exploratrice, c'est la... Hey. De grande ou bien de moyenne abondance. Une fois le patient est gêné, il faut... oui, c'est l'indication. Oui. Ou la ponction évacuatrice, donc on va retirer le liquide pour éviter les séquelles, comme la pachypleurite, parce que le liquide dans la plèvre riche en fibrine, donc il est responsable d'une inflammation, donc c'est la pachypleurite. Donc la ponction évacuatrice elle est systématique, mais on ne ponctionne pas un liquide de faible abondance. C'est clair? Des questions sur les cours précédents. C'est quoi? Ça dépend de la pathologie. Je fais, par exemple, les pleurésies liquides claires, c'est la ponction évacuatrice. Mais quand je drainage, sauf des rares cas, c'est le maître assistant, c'est l'équipe de service. Dans les pleurésies purulentes, donc un liquide purulent, c'est la mise en place d'un drain. Pleurésie purulente, c'est le drain. C'est clair? La pleurésie hydropneumothorax, c'est une indication formelle d'un drainage. C'est clair? Pneumothorax, ça dépend même comme le professeur je parle, les indications. Normalement, il y a des indications formelles du drainage. Le pneumothorax, c'est l'exsufflation ou bien le drainage. Des indications de l'exsufflation et des indications du drainage. Je vais comme le cours, je vais réviser le cours. C'est clair?
La différence, exsufflation, c'est un aiguille, c'est pas une incision. Donc, certains médecins font l'anesthésie, l'anesthésie parce que aiguille, qui dit l'anesthésie, c'est la même chose. Aiguille, dit donc on garde l'aiguille, la ponction, ou bien l'exsufflation. L'exsufflation, parce que l'exsufflation, c'est l'air, un liquide. نديروا liquide في البوكال parce que باش نشوفوا البولage le liquide l'air qui يخرج ما نشوفوش نديروا un liquide البولage c'est la sortie de l'air هذه l'exsufflation. La ponction le liquide يجيك عادي. Le drainage c'est un trocard donc de normalement le petit 16 cm 16 mm de diamètre. مهم لازم une incision qui dit incision dit anesthésie. Anesthésie locale, soit deuxième espace, soit le quatrième, cinquième espace. Donc anesthésie, incision, on fait la pénétration de trocard, on fait la suture. Le drain, il faut savoir que le drain, le malade, donc branché à l'aspiration, il ramène. قادر يكون 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois et demi, ça dépend de l'évolution. Mais la théorie, il y a un drainage, donc c'est tout le pneumothorax supérieur à 8 jours, c'est l'indication chirurgicale. Normalement, la théorie, mais chez nous, donc, des questions. Claire, presque un seul cours. Demain, normalement, le contrôle. 2 cours. Hein. C'est trop, normalement, le TD, il ne faut pas faire le TD SBAH. Le cours, la chia, c'est déjà beaucoup. TD et cours, 3 cours, merci donc pour votre attention.